à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Comme tous les vendredis, on commence cette émission par votre rubrique L'art à la une. Sybille Aoujane, notre spécialiste du marché de l'art, nous rejoindra pour tout nous dire des actualités du secteur. Son invité ensuite sera Édouard Gouin, cofondateur de la start-up Convelio, qui entend numériser le secteur du transport des œuvres d'art. Et puis, dans Enjeu Patrimoine, comment investir dans un contexte anxiogène, crise sanitaire, guerre en Ukraine, lorsque les marchés financiers sont chahutés ou subissent une forte correction. Vous vous questionnez sur la stratégie à adopter et c'est bien normal. Vendre, attendre, réinvestir, que faire? Réponse avec notre expert en deuxième partie d'émission. Smart Patrimoine, c'est parti. D'abord, comme tous les vendredis, votre rubrique L'art à la une pour tout savoir des dernières actualités du marché de l'art. Sybille Aoujane est avec nous. Bonjour Sybille. Bonjour Eva. Vous allez bien? Oui. Le rapport Artprice sur l'année 2021 a été publié. Sybille, quel a été le bilan de cette année passée? Alors les chiffres de l'année 2021 sont très bons, malgré le fait que l'année 2021 a quand même été marquée encore par le Covid. Le montant total des ventes aux enchères d'œuvres d'art s'établit à 17,08 milliards de dollars. Ce sont les chiffres d'Artprice qui, eux, concernent seulement les échanges d'œuvres d'art et d'objets de collection. Ils ne concernent pas, en fait, certains chiffres sont réalisés par le Conseil des ventes et eux comptabilisent les voitures de collection et autres objets de collection. Est-ce qu'il peut expliquer certaines différences? En tout cas, ces 17 milliards, c'est un bond de 60% par rapport à 2020, année assez terne. Mais si on regarde l'année 2019, c'est un bond de 28%. Le nombre de lots vendus n'a jamais été aussi élevé qu'en 2021. Les explications de Artprice sont les suivantes. La crise a eu finalement des répercussions positives sur la structure des maisons de vente et sur la qualité des échanges, en accélérant considérablement la transformation digitale du marché. Et puis dans ce bilan, l'art contemporain tire son épingle du jeu. Il représente 20% des lots échangés. Et puis même si on entend beaucoup parler des NFT, ça représente finalement qu'une très petite partie de ce marché. Et où se situe la France sur ce marché, Sybille? Alors la France est 4e concernant le montant cumulé des ventes. Elle dépasse pour la première fois 1 milliard de dollars d'œuvres échangées. Selon en tout cas les chiffres d'Artprice, encore une fois, le Conseil des ventes table plutôt sur 2 milliards, ce qui hisserait la France à la 3e place. Leur rapport sera publié la semaine prochaine avec plus de précision. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Paris tire un avantage du Brexit. Certaines ventes prévues à Londres sont donc reportées à Paris. Et puis aussi, ce qui est certain, c'est que les 2 premières places sont occupées par les États-Unis et la Chine qui portent le marché mondial. La Chine, derrière laquelle on comptabilise la Chine continentale, Taïwan et Hong Kong, c'est 5,95 milliards de dollars de ventes, soit 35% du marché de l'art. Et les États-Unis, eux, totalisent 5,79 milliards de dollars, 34% du marché. Et c'est un marché monopolisé par 2 acteurs majeurs. Voilà, c'est Sotheby's et Christie's qui représentent 49% des échanges d'œuvres d'art en vente aux enchères. Plus dense que jamais, car bientôt il y aura 1 million d'œuvres annuellement soumises à ces enchères. Contrairement à certaines idées reçues aussi, près de la moitié de ces œuvres échangées le sont pour moins de 1 000 $. L'actualité, Sybille, est marquée par des plus gros chiffres encore. Effectivement, alors l'actualité de la semaine, elle est marquée par une vente record, celle une œuvre d'un artiste surréaliste, Francis Picabia, qui, la toile Pavonia, l'une des plus célèbres de sa série Transparence, a été vendue pour près de 10 millions d'euros. C'est un record pour l'artiste. La vente aux enchères, c'était une vente aux enchères dédiée aux surréalistes. Elle a eu lieu à Paris mercredi dernier au marteau de Sotheby's et cette vente a totalisé 33 millions d'euros. La guerre en Ukraine a engendré des sanctions auprès de la Russie. Le monde de l'art doit donc être vigilant face à ses acheteurs, Sybille. Voilà, en fait, le Conseil des ventes et le Comité professionnel des galeries d'art appellent à la plus grande vigilance des acteurs du secteur lors de ventes d'œuvres d'art et notamment à signaler à Tracfin toute transaction suspecte. Les galeristes doivent vérifier si leurs clients, acheteurs, vendeurs ou apporteurs d'affaires sont sur ces fameuses listes. La particularité du secteur, c'est que l'identification des acheteurs n'est pas toujours transparente. Et dans ce contexte, Christie's, Sotheby's et Bonhams ont annulé les ventes d'art russes qui auraient eu lieu
aurait dû avoir lieu à Londres en juin. Des ventes qui attirent particulièrement les collectionneurs russes. Merci Sybille pour ce point sur les actualités du marché de l'art. Votre invité maintenant, je le disais tout à l'heure, c'est Édouard Gouin, cofondateur de la start-up Convelio. On va parler avec vous transport du marché de l'art. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Merci d'être avec nous. Édouard Gouin, de quel constat êtes-vous parti? Pourquoi vous avez jugé nécessaire de moderniser, de numériser donc ce transport des œuvres d'art? Alors avec mon associé, nous on vient du monde de l'e-commerce, on vient de la tech, on a toujours bossé un peu dans ce secteur-là et quelque chose que vous connaissez bien, c'est que si vous achetez un livre sur Amazon, au moment où vous allez finaliser votre transaction, vous pouvez sélectionner une option logistique. Quand on est arrivé sur le marché de l'art, on a réalisé que c'était quelque chose qui n'existait pas encore, c'est-à-dire que on pouvait potentiellement faire une transaction en ligne, mais ensuite avoir un prix de transport, c'était quelque chose qui n'était pas encore possible. C'était pas affiché clairement. Exactement, c'était pas affiché clairement. Et au-delà de ça, les prix étaient extrêmement chers, l'offre était fragmentée. C'est-à-dire que typiquement, quand on expédiait quelque chose de Paris à New York, on ne pouvait pas utiliser la même société de transport qu'un Los Angeles Tokyo. Et en fait, on est parti de ce constat en se disant, mais en fait, ça serait super d'avoir un guichet unique qui nous permette d'avoir des prix de transport de manière instantanée, qui soit compétitif en désintermédiant la chaîne de valeur et de le faire sur une large couverture géographique. Donc on est parti de ces constats-là. On a lancé une solution assez simple rapidement en 2017 pour tester le marché. Et il s'est avéré que ça a bien pris. Ça a pris assez rapidement. Tout à fait, oui. Donc c'est une solution qui est particulièrement qui repose sur la technologie surtout. Tout à fait. Donc en fait on a monté un algorithme qui vient prendre en compte des centaines de millions de paramètres et qui en fait vient assembler non seulement une chaîne de transport en fonction des typologies d'œuvres qu'on peut transporter. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on ne transportera pas un tableau de 10 000 euros de la même manière qu'on va transporter une sculpture de 2 millions, hein, clairement. Et en fait, l'ensemble de ces paramètres-là nous permettent d'afficher un prix de transport non seulement sur notre site, mais aussi via des solutions d'intégration, de permettre à des acteurs du marché de l'art d'afficher ces prix de transport directement sur leur site aussi. Solution d'intégration, pardon, c'est ce qu'on appelle une API. Donc c'est une solution, si vous voulez, un plugin qu'on peut mettre sur un site web qui va permettre d'offrir cette expérience Amazon dont je parlais tout à l'heure. Oui, on va sur n'importe quelle plateforme de vente, par exemple une galerie. Tout à fait. Et puis on va la voir à la fin lorsqu'on va vouloir commander l'œuvre d'art chez soi. Tout à fait. Pour finaliser une transaction, qu'un site soit transactionnel, donc qu'il laisse la possibilité à ses clients d'acheter en ligne ou pas. C'est-à-dire qu'on a du coup développé, parce que le marché de l'art se digitalise à des vitesses différentes, voilà, disons, et donc il va y avoir certains acteurs qui sont plus en avance et qui du coup vont offrir cette expérience transactionnelle. Donc on a un produit qui est fait pour ça et d'autres, par exemple, galeries qui vont pas encore être à ce niveau-là et du coup on leur offre une autre typologie de solution pour quand même être en mesure d'afficher des prix de transport en ligne. Juste une question, en combien de temps êtes-vous capable d'établir un devis, donc un prix? En combien de temps? Même pas 30 secondes. Oui. Si vous allez sur le site, donc c'est convelio.com, vous nous donnez l'adresse d'enlèvement, l'adresse de livraison, les dimensions d'une œuvre, sa valeur commerciale et vous avez un prix. Et donc là, c'est une plateforme qui va être pour tout type d'œuvre, donc un tableau à une sculpture, voire en passant par des installations particulières, spécifiques à un lieu, et puis aussi pour tout type de prix. Tout à fait. Alors sur le site, on va avoir une limitation au-dessus d'un certain montant. On est obligé de demander l'autorisation de l'assurance sur les très très gros montants. Mais en fait, aujourd'hui, 91% de l'ensemble des devis qu'on reçoit peuvent être faits en ligne. Et ce que ça veut dire, c'est que si quelqu'un, une galerie ou un collectionneur a besoin d'expédier quelque chose au départ de l'Europe ou des États-Unis et à destination d'un peu plus de 80 pays dans le monde, dans la très grande majorité des cas, ils peuvent avoir un prix instantanément en ligne. Et si ce n'est pas le cas, ils ont un petit formulaire à remplir et on vient vers eux dans l'heure. Et là, vous assurez aussi donc, tout le transport. Et vous avez conçu formulé un partenariat avec un assureur en particulier? Tout à fait. Donc en fait, nous, on ne touche pas les œuvres, entre guillemets. On est ce qu'on appelle en français un commissionnaire de transport. Donc on va sélectionner l'ensemble des prestataires nécessaires pour aller chercher l'œuvre dans une galerie, l'emballer, l'expédier, etc. On a internalisé certaines fonctions comme la gestion de la douane, mais sinon on va utiliser des prestataires, comme c'est le cas sur la très grande majorité du marché. Ça représente combien d'intermédiaires pour qu'on se rende compte? Ça peut monter jusqu'à 8 intermédiaires sur un Paris-New York. D'accord. Donc ça, c'est la manière dont c'est structuré. Et un de ces intermédiaires, si on veut l'appeler comme ça, c'est notamment l'assurance. Donc nous, on travaille avec un assureur, avec différents assureurs en fonction des marchés, qui du coup viennent assurer nos transports. Et ça rend votre solution particulièrement compétitive par rapport aux autres acteurs du transport. Vous considérez moins cher du coup?
Tout à fait. En fait, nous, quand on est arrivé sur le marché, un des premiers constats qu'on a fait, c'était que les prix de transport étaient beaucoup trop élevés si on comparait par rapport aux autres marchés. Et ça, c'est lié au fait que le marché est structuré comme un oligopole. Donc, il y a quelques très grands acteurs qui concentrent la majorité du chiffre d'affaires. Ça, c'est un fait. C'est en France, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on a réalisé en analysant un petit peu le marché, c'est qu'il y avait énormément d'intermédiaires. Donc, ces intermédiaires venaient nous mettre en contact avec d'autres intermédiaires et typiquement aller capturer jusqu'à 40% de la valeur d'un transport. Oui. Et donc, quand on a commencé Convenu, on s'est dit, nous, on passera idéalement jamais par ces prestataires-là. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être jusqu'à, sur certaines grandes lignes qu'on connaît bien, comme de la France vers les États-Unis, à être jusqu'à 46% moins cher par rapport à la concurrence. Ça fait 2 fois que vous parlez des États-Unis. Votre principal marché, c'est celui-là c'est historiquement un des plus gros marchés, oui. On est au départ de l'Europe, un peu plus de 70% de ce qu'on expédie par aux États-Unis. Après, on sert 80 pays, donc on est aussi en mesure d'expédier en Australie ou au Japon. Hein, mais c'est vrai qu'on a une très très forte demande des États-Unis et du coup, ça nous a aussi, entre guillemets, invités à aller se développer là-bas. Et du coup, on a ouvert un bureau à New York en 2020. Et donc, vous vous occupez aussi de l'installation de l'œuvre d'art sur place. Tout à fait, oui. Et ça, c'est pour à la fois des particuliers et des institutions, je veux dire musées ou galeries. Tout à fait. Alors, nous, on a entre guillemets un biais très fort sur la partie commerciale du marché de l'art. Donc, on va surtout travailler avec des galeries d'art, des collectionneurs, des grandes maisons de vente, des plateformes en ligne qui vont vendre des œuvres d'art. On fait aussi un petit peu de musée, mais c'est quand même moins notre focus historiquement. Tout ce qu'on a développé, toutes les solutions qu'on a développées l'ont vraiment été pour surtout faciliter les ventes, disons, commerciales du marché de l'art. D'accord. Et donc, est-ce qu'il y a des frais différents, des douanes, etc., pour des particuliers ou des professionnels ? Alors, de manière générale, c'est à peu près la même chose. Oui. Il faudra regarder de quel contexte on parle. La réalité, c'est que si on parle d'un collectionneur qui va importer, d'un business qui va importer, normalement, les droits de douane sont les mêmes. Je n'ai pas d'exemple en tête où ça serait différent. Ensuite, sur la gestion de la TVA, il peut y avoir des exceptions, mais de manière générale, c'est toujours un peu la même chose. C'est-à-dire que typiquement, quand on importe un bien en France, on est à 5,5% de TVA qui va devoir être payé sur l'œuvre d'art qui est importée. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de... C'est pas lié à la typologie de business, normalement, c'est lié à la typologie d'œuvre, du bien qui est importé. Donc par exemple, donc là on est en France, à Paris, j'achète une œuvre dans une galerie qui est située aux États-Unis. Elle doit être transportée en France jusqu'à chez moi. Et là, qu'est-ce qui se passe Combien je dois débourser Combien ça va me coûter par rapport au prix de l'œuvre ? Alors par rapport au prix de l'œuvre, c'est une bonne question, dans le sens où le transport dépend plus de la typologie d'œuvre que de la valeur de l'œuvre en soi. C'est-à-dire que nous, en fait, la manière dont on va calculer un prix de transport, ça va être en fonction de sa dimension, de son poids et la valeur commerciale. Donc la valeur commerciale va avoir, entre guillemets, c'est le seul élément qui est dépendant du prix de l'œuvre. Mais sur le reste, c'est vraiment en fonction des dimensions et du poids. Maintenant, à partir du moment où on va expédier cette œuvre, il va falloir l'importer en France. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des droits de douane, en France ou en Europe, de manière générale. Et dans ce cas-là, il peut y avoir des droits de douane et de la TVA à régler qui va changer en fonction du pays dans lequel on un tableau après aux dimensions assez standards. Si on prend un tableau assez standard et qu'on fait un New York-Paris pour une œuvre qui vaut 10 000 €, on sera probablement aux alentours des 800 €. Donc ça, c'est assez standard. Et quand vous parlez des antiquités, est-ce que vous devez aussi avoir un regard particulier sur la provenance ? Vous transportez n'importe quelle œuvre d'art sans regarder si tout a été bien légal ? Alors non, on a quand même une obligation de vigilance. Ça, clairement. Hein, donc, si on voit quelque chose d'irrégulier dans les factures commerciales qu'on va recevoir, etc., on a une obligation de le mentionner. Donc ça, on est très attentif à ça, dans le sens où si on peut éviter une fraude, on va le rapporter, ça c'est évident. Parce que effectivement, si une œuvre est considérée comme étant une œuvre d'art ou une antiquité, les droits de douane ne sont pas les mêmes. Donc il peut y avoir typiquement une exemption de droits de douane en fonction des pays si c'est une œuvre d'art, ce qui ne sera pas du tout le cas si c'est une antiquité. Et typiquement, je crois qu'aux États-Unis, si on importe par exemple un chandelier, on peut avoir jusqu'à, je crois que c'est 20% de droits de douane à l'import.
Donc voilà, typiquement entre 0 et 20%, il y a quand même et sur des valeurs qui sont très importantes, voilà, il faut qu'on fasse attention. Édouard Gouin, il nous reste quelques secondes. Vous avez récemment réalisé une levée de fonds, je crois, de combien de millions d'euros ? 30 millions d'euros. De 30 millions d'euros. Elle va servir à quoi, cette levée de fonds ? Voilà, on va terminer là-dessus, sur vos perspectives d'avenir et de croissance. 3 grands objectifs. Le premier, c'est de continuer à se développer aux États-Unis. Donc, on a ouvert un bureau, on a aujourd'hui un peu plus de 25 personnes à New York. Le deuxième élément, c'est de consolider notre position en Europe, donc que ce soit en Europe continentale ou en Angleterre, où on a aussi un bureau. Et la dernière partie, c'est le développement de notre technologie. Donc, on va presque tripler la taille des équipes produits et tech. Et j'invite toute personne intéressée à nous contacter sur ce sujet. Merci beaucoup, Édouard Gouin, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, aux questions de Sybille Aougène surtout. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up Convelio. Merci beaucoup d'avoir parlé transport, du marché de l'art, des œuvres d'art avec nous aujourd'hui. Et merci Sybille, évidemment. On vous retrouve vendredi prochain, bien sûr, pour un nouveau focus sur le marché de l'art. Merci Sybille. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. C'est parti pour Enjeu Patrimoine où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment investir dans un contexte anxiogène ? Le conflit en Ukraine est de nouveau venu bousculer les marchés financiers. La pandémie, évidemment, les avait elle aussi fortement chamboulés. Certains investisseurs n'ont pas hésité à en saisir les opportunités. D'autres ont été plus réticents à prendre des risques et ont redoublé de vigilance. Mais alors, quelle posture adopter ? On va faire le point avec notre invité, Bastien Baron, conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée, est avec nous. Bonjour Bastien. Bonjour Eva. Merci de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je le disais un peu donc là en préambule, si on voulait simplifier, Bastien, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a 2 types d'investisseurs, ceux qui prennent des risques et ceux qui sont plutôt frileux en temps de crise ? Alors c'est une bonne question. En réalité, je pense que l'être humain de base, il n'est pas rationnel. Donc il a intérêt en fait à être organisé pour pas avoir un biais. C'est un petit peu le mythe de la finance comportementale, c'est de dire plus les marchés montent, plus on a envie d'investir, et finalement on va investir souvent tout en haut, et plus les marchés baissent, plus on hésite, et à un moment donné on cède à la panique, plutôt quand les marchés sont bas. Donc pour éviter ça, il faut plutôt s'organiser et se dire que déjà l'argent dont on pourra avoir besoin dans les 3 ans à venir, on ne va pas forcément prendre de risques dessus, et par contre l'argent qui est un peu plus long terme, cet argent-là, on peut se permettre d'aller déjà sur le marché action, de diversifier, d'aller sur d'autres actifs qui vont être plus volatiles. Vous parliez d'organisation, même d'anticipation, c'est un peu aussi ça que vous êtes en train de nous dire. Comment anticiper ou comment s'organiser face à des événements aussi imprévisibles ? C'est ce que je disais, que la pandémie ou la crise ukrainienne actuelle. Voilà, comment on fait pour anticiper ça ? Ouais, donc c'est intéressant. En réalité, ce qui se passe, c'est que les marchés financiers, il ne faut pas oublier que c'est justement un marché d'anticipation, souvent à 6-12 mois. Donc si on se remet il y a 3 mois, on se remet dans le contexte. Le Covid, on en parlait quasiment plus, c'était quasiment la fin. On savait que les résultats des entreprises, leur chiffre d'affaires, etc., étaient énormes. Il n'y avait pas de risque géopolitique, en tout cas majeur. Et l'inflation, on disait à ce moment-là qu'elle était plutôt ponctuelle et que finalement les banques centrales, surtout en Europe, allaient continuer en fait à être assez accommodantes. Donc quand on a ça, on se dit finalement toutes les bonnes nouvelles sont plutôt anticipées à ce moment-là. Et il n'y a plus grand-chose comme catalyseur qui va pouvoir continuer à accompagner la hausse. Donc c'est peut-être à ce moment-là où il faut déjà, avant de commencer à investir, c'est peut-être là qu'il fallait commencer à alléger, ou en tout cas que les nouveaux investissements ne devaient pas être très risqués à ce moment-là. Et du coup, après, le client, en soi, il adhère et on lui dit, il y a des crises, des moins 20%, voire plus, qui interviennent tous les 3-4 ans en règle générale. Dans ces cas-là, une fois que ça arrive, on va alléger votre risque aujourd'hui pour le jour où il arrive quelque chose, on puisse réinvestir progressivement. Le bon moment, Bastien Baron, pour investir, c'est le plus tôt possible, en fait, finalement. Alors oui et non. Je pense que le meilleur moment, en fait, c'est d'investir de manière assez régulière. Et aujourd'hui, personne ne sait. On est à peu près à moins 15%, entre moins 15 et moins 20% sur les marchés aujourd'hui depuis le début de l'année. Personne ne sait si on est en bas ou si on va aller à moins 40. On sait juste que moins 15, moins 20, c'est déjà intéressant. Donc on peut déjà se dire, je vais investir une partie. Et en fait, investir progressivement, c'est ça qui peut être la clé pour être certain de rentrer à différents moments du marché. La crise du Covid, on en parlait, elle peut déjà servir d'exemple, c'est-à-dire une baisse significative, on s'en rappelle en mars 2020, et puis une performance record en 2021. Voilà, on peut déjà s'en inspirer de ça. Oui, tout à fait. Ouais. Les marchés, ils avaient fait moins 40% en un mois, ce qui est quand même énorme. Et derrière, finalement, c'est exactement la même chose. C'est qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui avaient été anticipées. C'est-à-dire que l'économie mondiale allait être paralysée, donc tout le monde a vendu. Ce qui était plutôt logique à ce moment-là, c'était pas non plus surestimé. Puis petit à petit, il n'y a plus vraiment de mauvaises nouvelles, tout est déjà anticipé, et là c'est le moment de rentrer progressivement.
Donc les personnes qui, par exemple, avaient mis en place des versements réguliers mensuels, elles sont rentrées janvier-février à des marchés très hauts. Puis en fait, sur mars, avril, mai, juin, etc., elles sont re-rentrées sur des marchés très bas. Et donc du coup, elles ont lissé leur point d'entrée. Et donc du coup, c'est ça qui était plutôt intéressant. Et effectivement, ça revient aussi sur ce que je disais. Une fois qu'on est organisé, on peut se permettre de ne pas céder à la panique et de ne pas vendre quand on est à moins 20, moins 30, moins 40. Évidemment, avant, il faut avoir calibré son risque et se dire, qu'est-ce que je peux supporter ? Pas céder à la panique, faire fi de ces émotions-là, un peu stressantes en temps de crise, c'est aussi bien s'entourer, je pense. Oui, tout à fait. C'est là que c'est intéressant, c'est ce que je disais en préambule, c'est qu'en fait, vu que l'humain n'est pas rationnel, si on a un conseil à côté qui lui va être plus factuel, ça va permettre en fait d'éviter tous ces biais, de dire bon voilà, j'entends en plus les médias, voilà, on entend beaucoup parler là en ce moment de la crise, enfin de la guerre en Ukraine. Quand c'était le Covid, c'était toute la journée qu'on pouvait entendre parler. On était chez soi en plus, donc souvent on rentre dans une bulle. On se dit à un moment donné, je cède à la panique, je vends, et c'est pas forcément le moment de le faire évidemment. Bastien Baron, quelles sont les valeurs, alors refuges vers lesquelles il est intéressant de se tourner, ou peut-être d'abord vous allez nous dire vers lesquels les Français se tournent, ou vers lesquels il serait intéressant de se tourner en temps de crise? En temps de crise, on entend souvent parler de l'or. Alors qu'en réalité, si on regarde aujourd'hui, l'or, il a pris à peu près 3% sur un mois. En sachant que c'était à peu près il y a moins d'un mois que l'invasion, on va dire, de la Russie en Ukraine a eu lieu, c'était le 24 février. Donc, ce qui veut dire que c'est un petit peu l'inverse de ce qu'on disait. Lorsqu'on estime que toutes les bonnes nouvelles sont anticipées dans le marché, c'est sûrement à ce moment-là, en réalité, qu'il faut investir. C'est pas une fois que la crise est lancée qu'il faut y aller, c'est plutôt par anticipation aussi. Et se dire, on investit quand tout va bien. Exactement. On investit dans l'or quand tout va bien, c'est ça. Oui, quand tout va bien, et parce qu'on anticipe potentiellement une crise qui va faire qu'on sera couvert en cas justement de crise. Autre peut-être valeur refuge à laquelle on pense aussi, c'est le placement immobilier. Il reste une valeur sûre aujourd'hui pour les Français, même dans ces moments de crise. Oui, en fait, ce qui se passe déjà, il y a une grosse différence par rapport au marché financier, c'est que quand on veut vendre un bien immobilier, alors déjà, il faut le mettre en vente, il va falloir trouver un acheteur, signer un compromis de vente, prendre encore 10 jours pour se rétracter. Donc, on ne peut pas vraiment céder à la panique quand on vend un bien immobilier. Donc ça, c'est déjà le gros intérêt. Deuxième intérêt, c'est que vu que ce n'est pas coté tous les jours ou toutes les secondes, comme sur les marchés, on ne voit pas vraiment si son bien immobilier il a perdu 2, 3, 5% finalement. Donc c'est un petit peu différent. Et il y a autre chose aussi, c'est qu'il y a une certaine inertie avec l'immobilier. C'est qu'il y a quand même des frais importants, frais de notaire, potentiellement des frais d'agence, on a fait des travaux, et on est souvent sur des horizons longs. On ne fait rarement un placement immobilier pour se dire je vais le vendre finalement dans 6 mois, 1 an, etc. Sauf les spécialistes qui vont plutôt faire ce qu'on appelle les marchands de biens. Mais sinon, on est plutôt sur des horizons longs. Donc si on a été organisé, comme on le disait au tout début, finalement, on est capable de supporter une baisse de son bien immobilier de 10-20%. On vit dedans ou on le loue. Finalement, c'est pas gênant. Et une crise ponctuelle ne va pas impacter en effet notre projection à long terme comme on le ferait avec un bien immobilier. Exactement, en fait, c'est que le bien immobilier, on se dit même s'il baisse, c'est pas très grave. Je continue à avoir des loyers, je continue à en profiter. Donc voilà, on est prêt à accepter que ponctuellement il baisse, et souvent on n'est même pas vraiment au courant qu'il a baissé. On va revenir, Bastien Baron, sur le marché, sur les marchés actions par exemple. Vous le disiez tout à l'heure, il est difficile d'investir avec un timing parfait. Donc pour capter la performance, limiter le risque, c'est ce que vous disiez. L'idée, c'est d'investir un petit peu régulièrement. C'est presque ça le conseil principal que vous donneriez aujourd'hui finalement. Oui, tout à fait. C'est un petit peu ce que vous disiez, c'est que sur les marchés financiers, il n'y a pas forcément un panneau qui dit là il faut vendre, là il faut acheter. Par contre, ce qu'on voit, c'est on voit qu'il y a en fin d'année dernière, les marchés, on le disait, avaient fait une année assez record, à peu près 25% en moyenne sur les marchés mondiaux. Là, on peut se dire que ça a du sens. Alors, on ne sait pas s'il faut vendre, mais en tout cas, on sait qu'il faut alléger. Donc, on peut vendre en plusieurs fois, progressivement, pour se dire, si jamais il y a une baisse à un moment donné, et ça, le client, il adhère. On lui dit, vous allez gagner tant sur l'année. Aujourd'hui, on estime qu'il n'y a plus forcément d'espérance de plus-value importante. Donc, on va alléger pour que le jour où ça baisse, on puisse réinvestir. Et le jour où ça baisse, vous le rappelez, il est OK, il a compris, en fait, il a adhéré en fait, à la stratégie. Et donc, effectivement, investir progressivement, mais aussi désinvestir progressivement, c'est le meilleur moyen en fait, de tomber. On n'arrivera jamais en fait, à vendre tout en haut et à acheter tout en bas. C'est pas vrai, ceux qui le disent, ils n'ont pas de boule de cristal non plus. Donc voilà, donc l'idée, c'est de le faire de manière assez progressive. Et vous le disiez aussi tout à l'heure, ça paraît évident, mais il faut diversifier ses placements également. Ça aussi, c'est très important. Bien sûr. En fait, c'est un petit peu l'adage de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Voilà, c'est évident que si on a de l'immobilier, on a des actions, on a des produits plus sécurisés pour la partie court terme, et qu'on investit aussi sur ce qu'on appelle du private equity ou d'autres solutions de diversification, forcément, il y a rarement tous les actifs qui vont baisser en même temps.
Et donc, du coup, en fait, ça va permettre de moyenner un petit peu tout ça et que sur du long terme, on va pouvoir réellement en fait, construire une stratégie patrimoniale globale et on va permettre en fait, à l'investisseur de s'enrichir. Une question aussi que je ne vous ai pas posée, c'est celle des secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il est plus intéressant d'investir en temps de crise crise du Covid-19 et guerre en Ukraine, évidemment, ne sont pas les mêmes crises. Mais voilà, est-ce qu'il y a des secteurs qui, à un moment, peuvent ressortir comme des vraies opportunités? On a parlé des géants, évidemment, des GAFAM, des géants du e-commerce. Voilà, le numérique qui a fait en effet des énormes performances en 2021. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs en temps de crise où, oui, c'est intéressant d'aller? Oui, ça va dépendre un petit peu des crises. Si on reprend un petit peu depuis quelques années, on voit que quand Joe Biden a été élu, juste avant, il indiquait qu'il voulait re-rentrer dans les accords de Paris sur le climat. Bon, bah là, on peut se dire que du coup, tous les investissements dans les énergies renouvelables et autres, ça peut être intéressant. Ensuite, on a eu, par rapport au Covid, bah, effectivement, on est tous cloîtrés chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, il y a Zoom qu'on connaissait assez peu en France, ça a explosé. Il y a des sociétés comme Domino's Pizza qui ont explosé aussi. Bah voilà, ce genre de choses, forcément, effectivement, on peut avoir un axe en fonction de la crise qui va un petit peu changer. Aujourd'hui, on a un baril de pétrole qui est à peu près à $100, qui était à peu près à 140 il y a encore quelques jours. Bah, quand on a un baril à $100, on peut se dire que ça a du sens pour les entreprises d'aller plutôt sur la partie énergie renouvelable plutôt que de payer $100 le baril. C'est sûr que quand il est à $50, alors même s'il y a tout le côté écologique et autres, aucun sujet. Mais l'entreprise, elle peut se dire, bah, finalement, à $50 le baril, je continue à rester sur du pétrole. Là, on se dit à $100, c'est un peu moins le cas. Donc, ça commence à avoir du sens d'aller plutôt, de s'orienter vers ce genre d'énergie. Voilà. Bastien Baron, une question, on parlait tout à l'heure donc des pratiques d'investissement des Français, des habitudes un petit peu et des réactions en temps de crise. Vous, pour parler concrètement, vos clients, ceux avec qui vous travaillez, ils sont entrés dans leur profil de risque ces derniers mois. Voilà, comment eux ont réagi et comment vous les avez conseillés? Alors, en fin d'année dernière, tous ceux qui étaient déjà investis, on a allégé le risque. On l'a fait 2 fois, on a allégé le risque. Et tous ceux qui ont fait de nouveaux investissements, on avait défini un profil de risque et on a été en dessous, en leur précisant que, le cas échéant, à ce moment-là, on rentrerait dans le profil, mais de manière progressive. Parce que, comme je disais, on ne sait pas si c'est toujours le bon moment. On estimait en tout cas que ça ne l'était pas forcément à ce moment-là. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à savoir si c'est maintenant qu'on rentre réellement dans le profil. Et pareil, on ne le fera pas en une seule fois non plus, parce qu'on ne sait pas si les marchés vont continuer à baisser ou si Vladimir Poutine ne va pas annoncer autre chose sur la Pologne ou autre, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas s'il va y avoir un enlisement qui va être très long. Donc on ne sait pas non plus si en Chine, il y a 17 millions de confinés, voir ce qui va se passer derrière. Donc voilà, donc par rapport à tout ça, on va essayer de sûrement re-rentrer aussi en 2 fois totalement dans le profil. 10 secondes, conclusion, il faut donc continuer d'investir en temps de crise. C'est même peut-être des fois une raison de plus de le faire. Bastien, on va terminer là-dessus. Exactement, je pense qu'il faut être diversifié, être organisé, et être capable de prendre ses gains lorsqu'on a gagné. Et une fois qu'on est organisé, on peut se permettre en temps de crise du coup d'investir progressivement. Merci beaucoup, Bastien Baron, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et fondateur de Justae Gestion Privée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Ce sera Nicolas Pagnès, évidemment, à la présentation. Ce rendez-vous, à très vite. Très bonne journée à tous sur Bismart.